Comment identifier et accompagner les personnes susceptibles de commettre un attentat? Ouais, c'est une vaste question, mais elle est toujours d'actu. Si je vous en parle, c'est parce que fin juillet, à Berlin, en Allemagne, un attentat à la voiture bélier a eu lieu pendant la marche des fiertés. Il a fait au moins un mort et une trentaine de blessés. L'auteur présumé a été tué par la police. Ce serait un jeune Allemand de 21 ans, proche de l'État islamique. Il avait récemment été libéré de prison et était censé suivre un programme de déradicalisation. Justement, quelle est l'efficacité des programmes de déradicalisation? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi? On se pose pas mal de questions que vous vous posez peut-être aussi, ou pas. En tout cas, le but c'est de donner du contexte. Aujourd'hui, on s'intéresse au programme de déradicalisation. Déjà, faut poser les bases. Quel est l'état de la menace terroriste? Déjà, par menace terroriste, on parle d'un spectre assez large. Le terrorisme islamiste, d'extrême droite ou encore masculiniste par exemple. Dans le monde l'an dernier, il y a eu plus de 5500 morts liés au terrorisme. La plupart dans des zones de conflit, comme au Pakistan ou au Burkina Faso. En Europe, avec les chiffres combinés de l'Amérique du Nord et l'Australie, on parle de 57 morts en tout. Bon, la menace terroriste en Europe, c'est pas nouveau. Vous pensez d'ailleurs sûrement aux attentats de 2015 au Bataclan en France, de 2016 au marché de Noël de Berlin en Allemagne. Mais ce qui a changé en 10 ans, c'est le profil des auteurs d'attentats. Ils sont de plus en plus jeunes. Avant 2012, aucun mineur n'était impliqué dans des attaques. Aujourd'hui, les réseaux terroristes ciblent principalement les jeunes entre 15 et 25 ans, avec parfois des cas qui concernent même des enfants de 8 ans. Ces chiffres, ça vient du Global Terrorism Index. C'est un rapport fait chaque année par l'Institut pour l'économie et la paix, un centre de réflexion qui étudie les phénomènes de violence. Selon cet index, l'an dernier, 42% des enquêtes liées à des faits de terrorisme en Europe et en Amérique du Nord concernaient des enfants et des adolescents. C'est du jamais vu. Et ce qui est nouveau, c'est que ces jeunes se radicalisent de plus en plus vite. Entre le moment où on commence à adhérer à une idéologie violente et celui où on tente de passer à l'acte, il fallait compter 13 mois en moyenne il y a 10 ans. Aujourd'hui, tout peut se jouer en quelques semaines. Pourquoi? D'abord parce que le recrutement se fait majoritairement en ligne. Sur TikTok, Insta, YouTube, quand vous regardez des contenus violents, l'algorithme ne vous montre ensuite que ce type de vidéos. À force, la violence se banalise et on devient une cible facile pour des recruteurs. Mais ces recruteurs visent aussi des jeux en ligne, comme Minecraft, Fortnite ou Call of Duty, où on peut jouer à plusieurs. Les recruteurs approchent des joueurs via Twitch ou Discord. Parce que ces plateformes permettent de créer facilement un sentiment de communauté alternative, avec un esprit de compétition, où on simule des attaques contre des mosquées, des synagogues ou des écoles. Toujours selon cet index, 87% des mineurs radicalisés avaient subi des maltraitances ou des violences psychologiques auparavant. Mais pour expliquer le processus de radicalisation, le rapport utilise la métaphore de la baignoire. En fonction des ados, la baignoire se remplit différemment, entre des motivations idéologiques, psychologiques et personnelles, jusqu'à déborder dans la violence réelle. Pour les accompagner et enrayer ce processus de radicalisation justement, des programmes existent, les fameux programmes de déradicalisation. Ok, de quoi parle-t-on ? Si on revient à l'Allemagne, où a eu lieu cet attentat fin juillet, l'auteur présumé aurait dû suivre un de ces programmes. En Allemagne, ils font partie d'un ensemble plus vaste, baptisé Demokratieleben. En gros, l'approche, c'est à la fois de promouvoir la démocratie, la cohésion sociale, mais aussi d'identifier et accompagner individuellement les personnes en train de se radicaliser. Et dans cette démarche, des associations, mais aussi les villes, les écoles sont impliquées. Ça peut donc s'adresser à n'importe qui, et surtout c'est un travail de longue haleine, qui peut durer plusieurs années. On a demandé en quoi ça consistait concrètement à un responsable d'asso qui accompagne des personnes en voie de radicalisation. On accompagne la personne pour trouver des solutions, comment elle peut suivre une formation, aller à l'école, se réinsérer socialement. Il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui sont tellement éloignées de la société qu'elles m'appellent parce qu'elles n'osent même pas sortir de chez elles. On essaye de rétablir ce lien avec la société. Ce n'est pas seulement les écouter, on les accompagne dans leur quotidien jusqu'à ce qu'elles se disent qu'elles s'en sortent à nouveau d'elles-mêmes. Concrètement, le but c'est d'agir le plus tôt possible, dès les premiers signes de radicalisation. L'ONG de Thomas Mücke, Violence Prevention Network, a accompagné 490 personnes en voie de radicalisation. Résultat, il y a un seul cas où l'ONG n'a rien pu faire. En France, il n'y a pas vraiment d'équivalent à ce genre d'approche. Ce qui existe, c'est le dispositif PAIRS, pour Programme d'accueil individualisé et de réaffiliation sociale. On parle d'un accompagnement individuel entre 3 et 20 heures par semaine avec des psychologues, des éducateurs, des médiateurs religieux où la réinsertion dans la vie sociale est le principal enjeu pour trouver un logement, un emploi, rencontrer d'autres gens.
Sauf que ça s'adresse à des personnes dites sous main de justice, donc déjà condamnées ou suivies en milieu ouvert pour des faits en lien avec le terrorisme. En gros, ça intervient assez tard. Le processus de radicalisation est déjà là, voire bien avancé. Justement, quelles sont les limites de ce genre de programme ? En Allemagne, depuis l'attentat de la Pride de Berlin, le gouvernement a annoncé qu'une enveloppe de 5 millions d'euros, qui devait déjà revenir à Demokratieleben, serait spécifiquement allouée à des associations qui œuvrent pour la déradicalisation. Mais vous le voyez, c'est pas gravé dans le marbre, et aussi c'est une question d'attention politique. D'un point de vue plus large, selon les associations qui accompagnent les personnes en voie de radicalisation, c'est aussi le rôle de toutes et tous de faire ce travail d'attention aux personnes particulièrement isolées. Il n'y a pas que la mission de l'État, il y a aussi une responsabilité sociale. Ces personnes font partie de notre société et nous devons tout simplement leur accorder davantage d'attention lorsqu'elles ne vont pas bien. Bref, vous avez vu, ces programmes de déradicalisation, c'est un vaste sujet. Si on en parle, c'est parce que la menace terroriste, elle est toujours bien présente. Et surtout, elle évolue, avec des profils très jeunes et une radicalisation qui se fait aussi en ligne. Des programmes pour prévenir ce genre de situation existent et sont assez efficaces quand on arrive à identifier assez tôt des personnes qui se radicalisent. Mais tout ça nécessite encore une prise de conscience collective et évidemment de l'argent. Je m'arrête là pour cette fois, mais vous, dites-nous si vous avez des questions ou des remarques. À plus.